Bonjour à tous, on est à Amiens dans la concession Motoland, l'immense concession Motoland à quelques jours de l'Enduropal du Touquet. On va parler du Dakar aussi avec notre envoyé spécial. Et puis, on aura un invité puisqu'on sera chez Yamaha. On aura un jeune pilote de chez Motoland qui va nous parler de son expérience de l'Enduropal, une expérience un peu douloureuse aux entraînements. On va parler aussi de terre battue avec du dirt track, sans oublier nos rubriques habituelles. Ça va être passionnant, venez avec moi. Nous sommes donc au centre de cette concession Motoland à Amiens, une immense concession, et c'est Laurent qui nous reçoit. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Nous sommes également avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Donc également qui travaille chez Motoland, à l'étage. À l'étage, tout à fait, au rayon accessoires et équipements tout terrain. D'accord, on en reparlera. Eric Sélis est avec nous comme chaque semaine. Salut Eric. Bonjour David, bonjour messieurs. À l'étage, t'es pas puni, hein? Pas puni, non. Donc la première question qui nous vient quand on arrive sur Motoland, qui n'en finit pas en longueur, c'est combien de mètres carrés Motoland? Alors Motoland au sol, on est à 3000 m² et on a 1000 m² de mezzanine. D'accord, donc là où Clément travaille. Là où je travaille, oui. D'accord, le Motoland, c'est une enseigne très connue dans le nord de la France. Et il y a combien de magasins? Alors il y a 7 magasins au niveau de Motoland. On est concessionnaire à Amiens multimarque, on est à Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Maximin, Abbeville. On peut pas passer outre alors. On est obligé de passer par Lille. Motoland. Et à Seclin aussi. À Seclin aussi. Et ils sont tous multimarques? Oui, on est tous multimarques. On n'a pas tous les mêmes marques, mais on est c'est la question que je voulais poser. Voilà. Est-ce que chaque magasin négocie ses propres marques? Oui. D'accord. Donc ici, on voit du Yamaha, on est dans l'espace Yamaha, il y a du Suzuki, Kawasaki, KTM, Yamaha, il y a Honda. ouais. Vous avez les 4 japonais. On fait aussi beaucoup de quad, de SSV, en Polaris, en Access et MASH. Alors et MASH, vous êtes obligé ou pas? On est un peu obligé avec Frédéric Fourgeau de la CIMA, qui historiquement était le concessionnaire multimarque d'Amiens, qu'on a repris en 98. C'est une vraie mafia quoi en gros, hein, faut le dire comme ça. Non, c'est du copinage. C'est pas une mafia, mais si on le fait pas, on a un peu de pression. Voilà. Alors Fred, on en reparlera tout à l'heure parce que on est allé rouler avec des MASH avec le fils de Fred, Jules, qui nous a accompagnés. Clément, toi tu es à l'étage, tu t'occupes des accessoires uniquement tout terrain, ça occupe un poste à temps plein tout ça? Uniquement tout terrain, tout à fait. On est deux à s'occuper vraiment de l'accessoire et de l'équipement du pilote tout terrain. Tout à fait, oui. Je m'occupe uniquement du tout terrain. Ouais, parce que quand on voit ici dans le hall, le tout terrain, il y a quand même une vraie forte présence. Est-ce que c'est la région, c'est les courses de sable, etc. C'est historique. Comment on peut expliquer cette forte présence? Alors cette forte présence, il y a plusieurs choix. Et c'est vrai que Eric Dumini, qui est le fondateur de Motoland, historiquement, il a fait pratiquement les premiers enduros du Touquet. Et Kenny aussi. On est aussi partenaire et actionnaire de chez Kenny. Voilà. D'accord, c'est très étendu. Et tu me disais, Clément, qu'il y a aussi le MX Arena, pas loin. Le MX Arena, oui, à quelques kilomètres d'ici. Donc il nous fait travailler notamment beaucoup l'hiver, lors d'entraînements hivernaux. C'est un gros point fort, je pense, pour l'hiver. Grosse communauté, plus enduro, plus cross ou plus rallye? Plus typé motocross qu'enduro. Après, on retrouve des enduristes et du motocross, notamment avec les courses de sable l'hiver. Je me suis laissé dire que vous rouliez aussi un peu tous dans ce magasin, c'est-à-dire que là on est à quelques jours de l'Enduropal du Touquet, vous avez des pilotes officiels engagés, on en recevra tout à l'heure, Thibaut, et puis vous-même dans le magasin, vous êtes combien à rouler en tout terrain? Clément, tu roules toi? Moi personnellement je roule, oui, je ne ferai pas l'Enduropal cette année, je l'ai fait l'année dernière. D'accord. Mais c'est pareil, vous êtes obligé? Non, pas obligé, mais c'est toujours avec plaisir qu'on représente le magasin. C'est un critère de recrutement ici de rouler ou pas? Non. Non? D'accord. C'est pas un critère, mais je pense qu'il faut pratiquer pour savoir de quoi on parle. D'accord. Et donc vous avez qui en pilote engagé à l'Enduropal?
Vous en avez beaucoup? Il y a Thibaut Maupin, Ouais, qu'on recevra tout à l'heure. qu'on verra tout à l'heure. Et puis après, c'est plus des clients en magasin au niveau du vintage et au niveau de la course des 3 heures. Alors, au niveau du vintage, on va regarder tout de suite parce que derrière moi, il y a une superbe Yamaha qui appartient à quelqu'un qui travaille ici aussi. Oui, qui est aux accessoires, pièces détachées, Mathias. Mathias. Short. D'accord. C'est une 2,5 de, nous a dit Mathias, de 88. 88. Voilà. Et on va suivre Jérôme tout de suite qui va nous emmener dans l'atelier juste derrière à la découverte des autres machines vintage engagées à l'Enduropal du Touquet. On suit Jérôme. Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ouais, t'as pas mal de plaques, c'est les plaques Pas de mal. vos pilotes ça? Pilote, ami, copain, client. D'accord, alors Un peu, regarde pas, je te donne un numéro, tu essaies de trouver. Vas-y. Alors un facile, la 52. Ouais, Justine Charroux. Si je te dis 2. De Camille Chapelière. Eh oui, Ouais, c'est bravo, bon. plaque rouge en plus. Plaque rouge, ouais. Tu m'emmènes à l'atelier, il Allez. paraît que vous avez pas mal de motos vintage, Vintage en ce moment, ouais, on est en engagées. plein Ouais. dedans avec l'Enduropal. Ouais. Donc il y a pas mal de préparation à l'atelier en ce moment, ouais. Donc là, comme tu vois, on prépare pas mal de motos pour le Touquet Vintage. Ah, parce que là on est à quelques jours du Touquet. Bah, on a 15 jours, là. 15 jours du Ouais. Touquet, donc là vous préparez des motos, pas mal de motos vintage. Elle Ouais. est belle là, c'est Ah ben là, c'est un de mes collègues, tu vois, qui arrive à Saint-Manu. la 100, c'est celle de Jean-Michel Bell par contre. Ouais, c'est un pote à lui. D'accord, il y a quoi à faire sur ces motos à peu Bah, près? il refait tout, il remet des vases d'expansion pour le refroidissement. Et puis, tu sais, à ce niveau-là, D'accord, faut changer les pneus aussi ils vont ou pas? changer, ils mettent un pneu sable, cette forme-là. D'accord. Suspension, réglage de suspension. Sur des motos vintage, il y a un truc particulier à faire ou Ouais, surtout, on par préserve rapport au au niveau moderne. vu qu'on a des essences nouvelles, donc il y a pas mal de réglages au niveau de la carburation à faire. Après, on met une chaussette au niveau du filtre à air, tu vois, D'accord. pour empêcher que le sable passe. Et Elle est de quelle année? 89. 89. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais. Ah oui, alors il y a la Yamaha qui est là. Ouais. Celle-ci, c'est à qui? Celle-ci, c'est à. Ouais. C'est un de vos clients, d'accord. Lui, il a fait le tout l'année dernière. Après, on a eu des clients qui ont fait Graillan la semaine dernière, D'accord. dont 2-3 de nos collègues et une dizaine d'amis. Donc là, il y en a? La mienne. La tienne. Attends, faut la faire Ça, voir. c'est la tienne. ça. Ouais. Donc CR de 89 aussi. 89 aussi. Ouais. Bah là, on a été roulé la semaine dernière. Donc là, on va mettre éventuellement un gros réservoir, un radiateur. On a changé le pneu, et puis on va faire des réglages pareil que les autres, quoi. D'accord. Ouais. Quand tu bosses ici, tu es obligé de faire l'enduro, quoi. Ouais, t'es pas obligé. Mais... pas le faire, c'est toujours. D'accord. Donc, on disait quoi Celle-là, il manque un truc, non? Ouais, le moteur. Ouais. Qu'est-ce- C'est à notre patron, à Laurent. C'est à Laurent. Ouais, ouais. il a cassé à Graillon la semaine dernière. D'accord. Bah, ils vont préparer tout pour le Touquet dans 15 jours. D'accord, parce que ça va pas l'arrêter, ça. Là, non, bien sûr que non, au contraire. Combien entre les personnes du magasin qui participent au Touquet et nos vos clients, vous avez combien d'engagés? Ah, on est une trentaine cette année, ouais. Une trentaine? Ouais. Vous faites pas un challenge interne? Ah, bien sûr. C'est obligé, ça. Le lundi, Ouais. vous faites le Je bilan pense le que le lundi? lundi, ça va commencer à changer ou le dimanche soir. Déjà le vendredi, puisque c'est nous, c'est le vendredi. Bon, j'ai une question piège pour toi. Vas-y. Qui est le meilleur du magasin? On a Alexis. Le plus rapide? Alexis, je pense, ouais. Alexis, Ouais. d'accord. Et il y en a d'autres, des motos Il y avait vintage? celle de Mathias que tu as vu dans le magasin, Ouais. bah, qui est là-bas Qui est encore, là-bas, la jaune. ouais, ouais. Bah, là, il a que l'embarras du choix pour. Ouais, il a refait une les très belle pièces, moto. Hein. Ouais. Ça fait 3-4 mois, même plus, il a tout remis vraiment de la pièce d'origine, de la visserie, tout. Il a tout refait, il est reparti d'une base de 50 YZ. D'accord. Et il a refait sabler le cadre, il a repeint. Tu vois, il y a des heures de travail. Hein. D'accord. Ouais, il y a un beau résultat, ça fait une belle moto. D'accord, bah, des heures de travail, c'est vrai que donc ça vous fait rester un peu plus, quoi. Ouais. Vous faites des heures Entre midi et deux, on est toujours là. Ouais, merci. Ça reste entre potes. Merci Jérôme. C'est moi qui te À remercie. bientôt, on va bientôt. suivre les résultats au Touquet. Ok, merci. Merci pour ce tour du propriétaire de
des coulisses Il y a de des- chez il y a Motoland. des beaux spécimens. Hein. Alors moi je me souviens aussi de Motoland, c'était il y a environ 10 ans, tu vas me préciser ça Clément parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est Motoland qui avait engagé une moto pour faire le all shot. C'était quoi cette moto? C'était un cadre de 450 CRF, c'était en 2008 avec un moteur de 900 CBR D'accord. qui avait réalisé le all shot en 2008. On a regardé la vidéo tout à l'heure sur YouTube, ça envoyait sévère, 200 km/h environ. Une sacrée vitesse, oui, incroyable. Je pense que c'est quand même, oui, c'est une course de la course en fait. C'est vrai que le all shot, c'est magique, ouais. Je pense que c'est. Ouais, Ils le font pas, ils font pas l'enduro du Touquet Que pour ça. bien sûr. Ouais. Mais quand ils le font, et si en plus ils arrivent à gagner ou finir dans les 3, c'est extraordinaire. Et il y avait, je me trompe peut-être, mais il n'y avait pas eu une histoire de prime pendant un moment. Il y avait eu une ligne, je me rappelle, au premier virage, il y avait une ligne par terre au premier. Ouais, encore maintenant. Hein. Ah, il y a Encore toujours maintenant. une prime. D'accord, on est bien d'accord. Ouais. Alors chez Yamaha, il y a pas mal de nouveautés, hein, vous les avez listées les nouveautés? Il y en a pas mal cette année. Cette année, il y en a pas mal, dont la 700 Ténéré, La 700 Ténéré, voilà. qui est un produit extraordinaire. Et on en reparlera tout à l'heure avec Adrien Van Beveren. On sent bien la FIF tout terrain quand même, hein, parce que 700 Ténéré, il y a tout de suite les yeux qui brillent. Hein. Et une moto aussi qui manquait dans la gamme Yamaha. Ouais. Alors Yamaha a fait aussi, je vois qu'il y a un Nikon derrière, il y a le Nikon GT qui sort cette année. Et alors, en news insolite, il y a une Nikon Pure Laine. Oui, tout à fait. Après les miniatures en plastique et en carton, Yamaha propose de fabriquer une Nikon en laine. C'est pour les frileux, non? Ouais, c'est pour ceux qui pratiquent le crochet. Hein. Donc, ça se dit, je me suis renseigné, ça se dit Amirugumi en japonais. C'est l'art du crochet en À tes japonais. souhaits. Voilà, donc une Nikon Pure Laine. Il y a aussi un peu plus, bon, ça va un peu plus nous parler, une Yamaha RZ 350 Kenny Roberts édition de 1984 qui est vendue aux enchères par Bonhams. Et c'est une moto assez rare puisque c'est la dernière moto de temps vendue, fabriquée, distribuée aux USA, mise à prix 7500 €. On achète ou pas? Ça reste, en tout cas, le prix de base reste relativement accessible. Maintenant, je pense que les enchères vont faire que on va vite être parmi les premiers exclus, je pense. Ça va vite monter. Alors on est dans l'espace Yamaha, on parle de Grand Prix de Kenny Roberts, icône Yamaha. Et là, chez Yamaha, on a constaté que, et ils sont tous les deux sur des Yamaha, les MotoGP, les engagés, ça va aller du simple au double, puisque le plus jeune, il est français, Ouais, Fabio Quartararo. le plus vieux, il est italien, Ouais, je pense que tout le monde a compris qu'il est un peu jaune, non? Valentino Rossi. il est bleu et jaune. Valentino Rossi, il a 40 ans en février. Donc voilà, de 20 à 40 ans, le MotoGP. Ça pourrait être presque le père et le fils. Alors, bon, ils ont un peu plus de 40 ans, pas beaucoup plus, mais ils seront ce week-end avec nous à une projection privée. C'est le film Un motard, une histoire sur Éric de Seine et le film Un motard, une histoire sur Christian Saron qui seront projetés ce week-end. C'est à Paris, c'est au cinéma Le Grand Action. C'est organisé par nos soins. Et puis, eh bien, on voit quelques extraits, vous voyez quelques extraits des portraits que nous avons consacrés à Éric de Seine et à Christian Saron, donc voilà, qui étaient en projection et que vous verrez bientôt sur la chaîne Sans Concession. Voilà, enfin une petite dernière news, c'est une étude financée par Harley Davidson qui révèle que la moto est bonne pour la santé. Il n'y avait pas besoin d'une étude pour ça. Hein. Voilà, on suggère même que ce soit remboursé par la sécurité sociale, commandé à l'Institut des neurosciences et du comportement humain de UCLA Semel. Ça diminuerait le taux de cortisone, qui est l'hormone du stress, et ça ferait faire un exercice léger puisque le rythme cardiaque augmente quand on fait de la moto. Au Touquet, c'est important l'augmentation du rythme cardiaque, je crois, dans le sable. C'est pas mal, surtout sur la ligne de départ. Ouais. Où là, c'est vrai que c'est... Le stress du départ. Ouais. Ouais, surtout le départ. Alors du Touquet, on reste dans le sable, ou plutôt dans la terre battue, puisqu'on va suivre, je vous en parlais tout à l'heure, on parlait de mâches, on parlait de Fred Fourgeau, on était avec Jules Fourgeau qui a amené ses mâches, et on est allé faire du flat track sur l'ovale de Mâcon, paraît que c'est une discipline très en vogue en ce moment. On a pris des mâches, une 125, une 250 et une 400, on ajoute la 400 de Jules Fourgeau, et on regarde ce que ça donne. Le flat track est la discipline à la mode. C'est du côté de Mâcon que nous nous sommes initiés à ces tours en rond sur un anneau en terre battue, au guidon des Petites Mâches, cette nouvelle marque française créée par Fred Fourgeau, auparavant concessionnaire à Amiens, juste avant Motoland. Avec une 250 et deux 400, nous étions prêts à affronter des pilotes et des amateurs de dirt track vintage qui vont régulièrement se frotter aux meilleurs anglais.
C'est avec son ami Stéphane Mézard que le gars d'Humain s'est initié à la glisse sur cet anneau de 200 mètres, avec des motos qui, on le rappelle, n'ont pas de frein avant, mais d'excellentes suspensions pour éviter les coups de raquette, comme on dit dans le jargon. Pour Stéphane Mézard, en flat, il faut faire tourner la moto avec l'avant sans se servir du frein arrière. Tu rentres avec du gaz et tu braques l'avant jusqu'à ce que tu le perdes. C'est pas naturel, mais c'est comme cela qu'il faut procéder. Il faut donc sentir l'avant partir et quand il raccroche, tu réaccélères. L'arrière part alors et la moto se met en dérive. Le pilotage est vraiment différent de celui du supermotard. Le top, c'est d'avoir une semelle métallique, une seule, pour prendre appui en glisse sur la terre. Le fils Fourgeot, Jules, tricot orange, découvre lui aussi le flat track et il s'est régalé. Il apprécie en particulier le côté accessible de la discipline. Et comme il dit, on a transformé une 400 500 en retirant simplement le phare et le compteur. On a mis un guidon flat track et juste modifié la jante pour passer le pneu que je voulais. Sinon, c'est une mâche d'origine. Comme quoi, avec une paire de pneus et un guidon, on peut s'amuser. Sans oublier de retirer le frein, Rossi et Marquez n'ont qu'à bien se tenir. Voilà pour le flat track. Yamaha a participé à The Timers, je le dis mal, The Timers. C'est en Italie, c'est une course de flat track vintage. Le flat track, vous en parlez ici, vous pratiquez? Non, vous avez non, personne non. qui vous demande en C'est parler. pas une discipline très courante par ici. Ouais, c'est plus. Alors, tu disais, Clément, le cross et l'enduro, c'est quelle proportion environ que Dans tu le vends magasin d'accessoires, ouais, pour Je vends toi? beaucoup plus d'accessoires, je dirais 90% d'accessoires pour le motocross et une dizaine de pourcents pour l'enduro. On a une très très grosse région motocross. D'accord. Dans les accessoires, qu'est-ce que vous vendez? C'est des pièces Vraiment, moi, l'accessoire d'amélioration qui n'est pas d'origine, voilà. Toutes Ouais. les pièces non d'origine. Ça peut être vraiment de la pièce pour embellir de la moto, de la pièce technique et vraiment l'équipement du pilote. De la protection, vraiment, la tenue Kenny. Kenny, forcément. Ah oui, ça vous êtes obligé? Et de marque. Et de, et de marque aussi. Merci, on passe maintenant au top et au flop. Les tops et les flops. On reste au Touquet avec le premier top, c'est le nombre d'engagés en vintage. On en parlait tout de suite. Près de 500, vous me disiez, c'est ça Près de Clément 500 inscrits là en 2019. Lors de la première épreuve en 2015, il y avait à peine 200 inscrits. Donc c'est incroyable le nombre de vieilles motos qui ont été remis au goût du jour et qui participent à cette épreuve du Touquet Vintage. C'est incroyable. L'épreuve en elle-même, c'est pas tout à fait la même. Hein. On est bien d'accord, ils font pas 3 heures d'affilée en vintage. Pas 3 heures d'affilée, ce sont deux manches. Deux manches de 30 minutes, tout à fait, ouais, qui sont séparées par une pause. Est-ce que tu vends plus d'accessoires à ce moment-là, au moment du Touquet, un peu avant, comme dans cette période-là? Aussi bien pour les vintage que pour le dimanche, donc pour les motos restantes, j'ai vraiment de l'accessoire qui est différent d'habitude. Au niveau de Par la exemple transmission de la moto, on vend des chaînes différentes de d'habitude, une transmission en général en acier, la partie filtration aussi, avec des filtres à air beaucoup plus poussés que d'habitude dans la terre, des sandstops qu'on vient rajouter par au-dessus le filtre à air afin d'éviter que le sable passe dans la boîte à air et dans le moteur. Ouais. On vend vraiment des pièces assez spécifiques, du vase d'expansion qu'on rajoute sur les motos pour éviter que les motos chauffent, de la durée de silicone. Tout ce qui est lead brace et cervical comme ça, il y a une parce qu'il y a eu une polémique pendant un moment. C'était ça a été mis sur le devant. Après, il y a eu un peu de polémique. Comment c'est perçu ça au niveau de On en vend, l'accessoire il y a de toujours sécurité? des pour, des contre, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais on en vend quand même, on en vend de plus en plus. L'aspect sécurité ressort vraiment. Les gens s'y intéressent vraiment, quoi. La sécurité, c'est le point fort. Alors moi j'ai un avis là-dessus, hein, Eric. J'ai un avis très très marqué. Ouais. Je me suis brisé les cervicales. Je vois pas donc, de quoi tu mais parles. avant ça, j'étais allé chez LIT en Afrique du Sud, visiter le laboratoire LIT. Et il m'avait dit, Chris LIT, docteur, qui est docteur à la base, m'avait expliqué que le problème du collier cervical majeur, c'est que quand ça sauve la vie, le pilote ne le sait pas. C'est-à-dire que souvent, ça lui sauve la vie, mais il s'en tire avec peut-être une clavicule cassée ou une omoplate fissurée. Sauf que il ne le sait jamais, mais ça lui a sauvegardé les cervicales. Donc après, on jette le collier cervical, on se dit c'est de la merde, je me suis pété l'épaule. Sauf que sans savoir, Il n'a pas eu les cervicales. et il n'a pas eu Pas les les cervicales. cervicales. Et ça, c'est le problème majeur de l'IT, faire savoir que ça sauve la vie. Or, on ne le sait jamais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis pour. Voilà. On va voir. Le deuxième top, c'est l'initiative, les initiatives multiples du GMT 94 qui engage Jules Cluzel donc en Super Sport aux côtés de Corentin Perolari.
et on ne compte plus les initiatives de Christophe Guyot pour faire venir du public en super sport, mais aussi donc en superbike. Il a mis le casque de Jules, il a fait gagner le casque de Jules. Nous, on a fait gagner celui de Johan Zarco. Voilà. Lui fait gagner le casque de ses pilotes. Un accès gratuit au paddock avec le t-shirt du GMT, évidemment. En tout cas, Christophe fait le maximum et il organise même un concours pour gagner un voyage sur l'épreuve d'Aragon, donc pour 4 personnes. Voilà pour les tops. On passe au flop avec l'augmentation du prix de la licence pour les courses sur route. Donc, sans doute une notion de répercussion du risque et des primes d'assurance, c'est l'explication de la FFM, mais tout de même la licence passe de 865 à 1595, c'est presque le double. Alors pour information, 1595 €, c'est combien une licence tout-terrain pour info? La licence entraînement, c'est 180 € et la licence NCO, donc la compétition, 280 hors frais de cotisation club. On arrive en général à 20 € 300 en plus club. C'est ça, entre 20 et 60 €, ça dépend. Entre 20 et 60 € la licence club. D'accord. Pour info, 1945 la licence Rally Raid, donc où les risques sont importants. Donc il y a une logique quand même. On l'a vu malheureusement, on a eu des exemples sur le Dakar. Voilà, on est dans les flops, mais c'est pas un flop, c'est une info très inquiétante qui nous est arrivée du Dakar. C'est Michel Turcot qui nous en dira plus, mais Julien Tognuti est encore dans le coma. Et il a chuté à l'avant-dernière étape. Oui, 2 jours avant la fin du rallye. Alors au moment où on enregistre l'émission, il est encore dans le coma. On espère que d'ici à la diffusion de l'émission, on aura des bonnes nouvelles. Mais oui, c'est vrai que le ratio entre course sur route et rallye raid est un peu limité, quoi, on va dire. Évidemment, on lui souhaite tout notre soutien. On est à fond derrière Julien. Réveille-toi et à bientôt sur les routes. Autre info triste, c'est la disparition d'un grand monsieur. Oui, un grand personnage du monde de la moto, Denis Cyr, illustrateur, motard passionné et qui était dans ce monde et qui gravitait dans ce monde et du milieu de la moto. Je ne connaissais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on a tous croisé au moins une de ses illustrations à un moment ou un autre et son physique était facilement reconnaissable sur les paddocks ou sur les manifestations. Et c'est vrai que c'est une triste nouvelle. On va remercier Clément d'être venu et de nous avoir témoigné un peu toute l'activité de la partie accessoire ici. Laurent, tu restes avec nous. On va accueillir un de vos pilotes, c'est Thibaut, c'est ça? Thibaut Maupin. Ouais, Thibaut Maupin. Merci, à tout de suite pour la partie sport. Le débrief sport avec un pilote qui nous a rejoint, Thibaut Maupin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, tu devais faire l'Enduropal du Touquet. Tu étais en tête du championnat de France de course championnat sur de sable. France course sur sable. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. En rodant ma moto, j'ai eu un accident malheureusement. Donc, j'ai pas pu participer à Graillan. Et du coup, j'ai dû laisser ma place de premier à Matteo Mio. Et oui, du coup, je peux pas faire le Touquet. Et je suis un petit peu dégoûté parce que c'était ma dernière année. J'aurais pu faire quelque chose, un Ta podium. dernière année de... Chez les juniors. Chez les juniors. Oui. Ouais. Et du coup, je peux pas faire le Touquet chez les juniors pour cette dernière année. T'as quel âge? 17 ans. 17 ans et tu rodais la moto sur la route ou non? Non. Non. Et t'as pris quand même un obstacle, une Oui, voiture. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? T'as quoi? J'ai le tendon du pouce qui est sectionné, donc j'ai dû me faire opérer. Ouais. Et j'ai le genou qui est ouvert. Donc T'en as pour combien de temps? j'en ai pour 3 semaines à peu près. D'accord. Ça va Donc vite s'en remettre. prochain roulage, tu l'as déjà prévu? Oui, j'espère mi-février. Parce que j'ai la saison qui commence de terre qui commence une semaine après, enfin un mois après, pardon. Championnat de cross, c'est ça? Oui, c'est ça. Championnat de France élite en 250 et championnat d'Europe la semaine d'après. D'accord. Comment tu gères tes études par rapport à ça, un programme comme ça? Parce que c'est important là. J'ai arrêté de l'école. Ouais. En fait, j'étais à l'école Amiens au lycée. Et j'ai voulu arrêter pour me consacrer à la moto. J'ai essayé les cours par correspondance. Malheureusement, j'ai pas réussi à suivre. D'accord. Donc du coup, maintenant, j'ai arrêté totalement pour la moto. D'accord. Et, Donc, ouais. Non, c'était juste aussi pour la gestion, mais comment on gère le passage sable? Parce qu'il y a une préparation, il y a toute une saison, et après au cross, il y a une période de réadaptation par rapport au cross? Non, pas forcément, parce qu'en fait, c'est pas vraiment mon objectif, le sable. Donc entre les courses de sable, je roule sur la terre, et on se prépare dans le sable, parce qu'on a 4 courses du championnat d'Europe dans le sable.
Donc comme on a beaucoup d'Hollandais, beaucoup de Français, De Belges aussi. de Belges, oui, qui roulent vraiment vite dans le sable, on est obligé de rouler aussi vite qu'eux et c'est vraiment compliqué. Donc au final, ça te sert de préparation presque. C'est ça, oui. T'habites loin d'ici? Non, j'habite à 10 minutes 10 de minutes. chez Motoland. Et t'as toujours été soutenu par Motoland? Oui, toujours, depuis que je suis petit. À quel âge t'as commencé? Depuis que j'ai 8 ans. D'accord. Vous le suivez. Combien vous êtes pilote, Laurent? Alors des pilotes semi-officiels, on va dire, comme Thibaut, on a deux pilotes. Par contre, on aide beaucoup de pilotes qui font le championnat de Picardie. J'ai vu voilà. le nombre de plaques derrière le bureau de Jérôme là, c'est Ouais, impressionnant. C'est impressionnant depuis. C'est vrai C'est qu'on tous vos pilotes, soutient des pilotes depuis une quinzaine d'années quand même. Hein. J'ai vu Même. la tienne aussi, de plaques. T'en as une ou plusieurs derrière? Là, j'en ai qu'une, je dois en ramener une à Jérôme bientôt. Ouais, ils vous mettent la pression quoi. Non. L'année dernière, tu l'as fait le Touquet? Oui, l'année dernière, je l'ai fait. J'étais 3 avec Matteo Mio derrière moi, donc on était dans le même team. Et malheureusement, on s'est accroché. Les deux, vous étiez oui. dans le même team, vous êtes accrochés? Oui, c'est ça. Vous Je êtes suis tapé tombé. dessus après? Non, je suis tombé. Lui, il a cassé 10 minutes après alors qu'il était 3. Et moi, du coup, j'avais le guidon plié et je fais 8 quand même. Malheureusement, j'aurais préféré faire un podium. On aurait pu faire un podium l'année dernière et D'accord. je fais 8 et 3ème 125. Oui. Sur combien? Vous êtes combien d'engagés? On est 150. D'accord, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité dans le sable par rapport au cross? Déjà, c'est pas du tout le même pilotage. Parce qu'en fait, dans le sable, on n'a pas d'ornière. Donc, c'est vraiment où on veut. On peut aller où on veut. Mais pour les amateurs, c'est vraiment compliqué. Parce que ça fait comme si c'était des ornières pour eux. Ouais. Et du coup, c'est spécial. On doit vraiment être sur l'arrière. Alors que dans la terre, on n'est pas forcément sur l'arrière. Et c'est beaucoup debout, pas les jambes sorties. Et c'est vraiment différent. Ouais, parce que quand on voit les images de fin d'épreuve où on voit les top pilotes qui sont au-dessus des crêtes et comme ça, et alors qu'on voit les amateurs qui subissent vraiment le terrain, mais c'est une agonie quoi. Oui, après, quand on voit les premiers, par exemple, du Milko Potisek ou du Van Beveren? Nathan Watson ou Adrien Van Beveren, oui. Quand ils font le Touquet, ils s'amusent avec les trous alors que les autres les subissent. Ouais. Et quand on est vraiment sur le terrain, les trous, c'est pas du tout les mêmes que quand on regarde à la télé. Alors, le sable, c'est aussi le Dakar qui vient de s'achever. On avait notre envoyé spécial Michel Turcot sur place qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On a parlé de l'accident grave de Julien. Il s'est passé beaucoup de choses sur le Dakar. Il y avait un pilote Yamaha, 2 pilotes Yamaha qui ont animé l'épreuve, hein, Xavier de Soultret et Adrien de Van Beveren. Est-ce que tu suis, toi, le Dakar? Oui, j'ai suivi surtout Adrien et Xavier, comme ces 2 Français qui sont chez Yam. Mais c'est vrai qu'Adrien n'a pas eu de chance parce qu'il casse à 2 jours de la fin, à 16 km de l'arrivée, donc c'est vraiment dommage parce qu'il a vraiment le niveau pour le gagner. Et malheureusement, l'année dernière, il était en tête et il a eu cette chute. Ouais. L'année dernière, un caillou qui n'a pas vu et du coup il a eu un grave accident. Et cette année, il était prêt. Et malheureusement, la mécanique n'a pas suivi. Donc, Tu penses que ça va le surmotiver pour l'Enduropal? Oh oui. Ouais. Il va gagner, je pense. Il va gagner les dernières épreuves. Il en a gagné 3, je crois, Adrien. Ouais. Non, il a été impressionnant sur le Dakar. Enfin, Michel l'explique bien mieux que nous. Et moi, il m'a fait penser à Peter Hansel sur l'avant-dernière spéciale où tout le monde le collait parce que c'était un peu la bagarre. Et il a pris délibérément le contresens. Emmener tout le monde sur un faux cap pour essayer de se cacher derrière les dunes pour repartir. Et je sais qu'une année, Peter Hansel l'avait fait. Il savait qu'il avait quelqu'un derrière lui sur la sacoche. Je sais plus quel pilote c'était. Il était parti sur un faux cap. Au bout de 2 km, il avait simulé un problème mécanique. Il s'était arrêté. L'autre l'avait doublé et lui, il avait repris la bonne piste. Mais voilà, il y a un peu de. Faut être roublard. Bon, je pense, oui, c'est obligé. Ouais. Alors, c'est Michel qui nous en parle le mieux du Dakar puisqu'il était sur place. On l'écoute tout de suite. Gagner un Dakar avec un scaphoïde cassé un mois plus tôt, c'est une performance de très haute volée. Donc effectivement, Toby est le héros de ce Dakar. C'était son 5e, c'est sa 2e victoire. Il avait gagné en 2016, il avait fait 2 podiums. En 2017, il avait dû abandonner à cause d'une blessure. Et donc là, cette année, il s'impose en ayant gagné seulement une étape, la dernière.
Voilà, ça a été le pilote le plus régulier. Il a profité des erreurs de ses adversaires et de leurs problèmes mécaniques, mais il a aussi été, on l'a dit, très costaud. Il a serré les dents tout le long, il a souffert, il a su rester sur ses roues, il a su aller au bout de chaque spécial sans jamais perdre trop de terrain sur ses adversaires. Et le seul qui lui a tenu tête finalement jusqu'à la fin, c'est Pablo Quintanilla, qui la veille de la dernière journée avait 1 minute de retard. Donc on pensait que sur les 100 derniers kilomètres de la dernière spéciale, il allait pouvoir refaire ce retard en profitant justement de la douleur de Price. Et ben non, il a attaqué et c'est lui qui est tombé, il s'est cassé la cheville. Il a malgré tout réussi à finir la spéciale et la liaison aussi. Et pour finir 4e de ce Dakar, Pablo Quintanilla, mais le grand vainqueur, c'est Toby Price, l'Australien. Bah oui, KTM, c'est la 18e victoire d'affilée, donc c'est plus qu'une hégémonie, hein. C'est en plus, encore une fois, 3 motos sur le podium, avec Waldner et Sunderland, les 2 anciens vainqueurs également de ce Dakar. Donc voilà, une 450 KTM qui est en béton armé, qui casse jamais, une équipe rodée. En plus, c'est une moto qui équipe la majorité du plateau, donc en cas de problème, ça permet de récupérer des pièces avec les pilotes qui suivent. Donc une hégémonie sans partage. Yamaha et Honda s'est encore cassé les dents et voilà, donc on se demande aujourd'hui à quand la première défaite de KTM sur le Dakar. On l'a dit, KTM était tenant du titre, donc on pensait qu'après 17 victoires de rang, on s'imaginait possible pour les autres, en l'occurrence Honda, Yamaha, d'aller détrôner la marque autrichienne, et ça n'a pas été le cas. Honda était pas loin d'y arriver, malgré la perte de Barreda dès la 2e journée de course. Barreda qui s'est mis dans un trou dans le brouillard et qui a jamais réussi à en sortir. Ensuite, il y a eu Gonçalves qui est tombé, qui s'est blessé. Gonçalves qui avait pris le départ de ce Dakar en s'étant fracturé la rate 3 semaines plus tôt, donc il n'était pas vraiment en forme, lui aussi, donc il est retombé, commotion cérébrale, il a dû abandonner. Et puis on a eu Benavides qui lui a été pénalisé sur la fin pour avoir mis des indications sur son réservoir alors que c'était totalement interdit. Et puis on a eu Brabec qui a mené la course longtemps, malheureusement à 2 étapes de l'arrivée, alors qu'on pensait que l'Américain allait pouvoir peut-être détrôner justement à KTM. Et bien c'est le moteur de sa Honda qui a lâché, donc encore une grosse défaite pour Honda. Du côté de chez Yamaha, les espoirs reposaient sur Adrien Van Beveren, qui lui aussi a cassé son moteur à quelques jours de la fin de la course. Avant cela, on avait Franco Caimi et Rodney Fagoter qui avaient aussi abandonné. Donc très vite, les 2 pilotes de tête, les 2 Français, donc Van Beveren, 2 Soutré, sont retrouvés sans porteur d'eau. Donc Van Beveren casse et puis De Soutré, il finit 6e, donc c'est la meilleure performance française et aussi la meilleure performance de ces 2 structures, de l'équipe Yamaha, quoi. Donc encore raté, on va dire, pour les Japonais sur ce Dakar. Merci Michel. On reste dans le tout-terrain avec le Supercross US où Yamaha a fait une super opération au début, dès la première course. Tu regardes aussi ça Oui, j'ai pas regardé Anaheim, mais j'ai suivi les résultats. Yamaha est très présent en 450 et en 250 aussi. Oui, c'est ça. On a 2 pilotes Yam devant en 250. Dont le français. Dont Dylan Ferrandis, qui roule vraiment bien cette année. Et on a en 450, on a Justin Barcia qui roule devant pour Yam. Oui. Très fort. Donc Stéphane Legrand nous fait un petit débrief de Anaheim 2, puisqu'il y a 2 courses à Anaheim à Los Angeles. On écoute ça tout de suite. Oui, effectivement, Cooper Webb a été l'opportuniste de cette épreuve d'Anaheim 2, du Triple Crown. Il se place bien dans les 3 manches de la soirée. Mais attention, Cooper Webb, on l'avait déjà vu à Anaheim 1, où il avait très bien roulé dans la boule, il était très bien revenu, il avait fini 5e. Donc il n'est pas là par hasard, opportuniste oui, mais on le verra sur les prochaines courses aussi. J'aimerais bien vous dire si Marvin Musquin va bientôt gagner une course de Supercross, mais malheureusement je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est vrai, c'est la 3e épreuve. Marvin Musquin monte en puissance. Je vous le rappelle qu'il est blessé au genou, mais entre les 2 courses de Phoenix et Anaheim 2, il n'a pas roulé, il s'est reposé. Donc oui, il est en train de retrouver son meilleur niveau et je pense que la victoire, elle est pour bientôt.
Non, je pense pas du tout que ça soit inquiétant. Ken Roczen est en tête du championnat, il a 2 points d'avance sur Eli Tomac. Effectivement, il n'a pas gagné encore de course, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, il est très prudent. Bon, il a pris un peu de risque à Anaheim 2 puisqu'il est tombé dans les hoops, mais Roczen est là, il sera là jusqu'au bout. Voilà, pour le Supercross US, on parle un petit peu de bitume, Eric, Un petit peu, comme tu veux. avec de l'endurance tout d'abord. Donc le championnat va reprendre au Mans. Au mois Et d'avril. on a un pilote qui a témoigné du fait qu'il n'a pas de guidon pour l'instant. Et pourtant, c'est un pilote qui a gagné. Ouais, il est juste recordman. Il des est juste victoires aux recordman, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. Ouais, c'est Grégory Leblanc qui est, on va dire, dans le dur, comme on peut avoir l'expression aussi dans le sable et sur le rallye raid. Voilà, pas de guidon en endurance. Il y a eu un choix entre guillemets politique dans l'équipe Honda qui l'occupait. On a remplacé 2 pilotes sur 3 et puis il y a eu d'autres discussions avec d'autres équipes et on a vu que certains arguments n'étaient pas suffisants. On a beau être recordman des victoires aux 24 heures du Mans, 5 victoires, au Bol d'Or la même chose, 5 titres de champion de France en Superbike. Ça passe pas cette année. Très bien, donc on souhaite à Grégory de trouver un team. Et pourquoi pas en Moto 2 ou en Moto 3? Il n'y a pas de Français? Pourquoi pas, il En a Moto lancé 2, une cagnotte sur Litchi, mais c'est plus pour faire du Superbike France. Ouais. Donc on verra et on espère que ça Superbike fonctionne. mondial non plus. Non, en Superbike mondial, pour l'instant, on va dire qu'il y a certaines rumeurs qui font état d'eux, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de pilote français en Loris Superbike Baz, mondial. Loris Baz, à aujourd'hui, est à pied, donc ce qui est quand même aussi assez extraordinaire. Voilà, bon, Grégory fait aussi partie de ces gens-là, mais j'espère que dans le cross ou dans le tout-terrain, c'est peut-être un petit peu moins difficile, mais on voit aussi que au niveau des championnats du monde, c'est vraiment compliqué pour récupérer des budgets quand on n'est pas... En motocross, c'est pas aussi facile que ça non plus. Hein. Ouais, ouais. C'est très Les très budgets dur. en motocross, c'est important. Pour le championnat du monde, Thibaut, oui, ouais. c'est vraiment des gros budgets. Après, championnat d'Europe, on est déjà dans des gros budgets. Parce que les licences, c'est pas du tout les mêmes qu'au championnat de France, c'est beaucoup plus cher. Et les déplacements, c'est des déplacements qui sont, par exemple, nous on a la Russie cette année, donc c'est un gros déplacement. Et on a plusieurs déplacements assez loin, oui. Donc c'est des gros budgets. Après, pour les motos aussi, il nous faut forcément 2 motos. Parce que si on part avec une moto, qu'on fait une épreuve, que la moto elle casse, on n'a pas de deuxième et là on peut plus rien faire. Et du coup c'est des gros budgets. Et par contre c'est vraiment difficile de trouver des teams, comme vous le dites là en moto GP. Et nous en cross c'est vraiment difficile. Même aux US on a Dean Wilson qui n'a pas de team, qui a remplacé Osborne pour 2 courses là. Ouais. Mais dès que Zach Osborne va revenir, il aura plus de team et il disait comme quoi il n'était pas sûr qu'il continue de l'aider. Dean Wilson, ouais, il était sur Honda, je crois, ou KTM. Il était sur Husqvarna. Husqvarna, ouais. KTM, Husqvarna, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Merci, messieurs. On se retrouve tout de suite pour parler de la Ténéré 700. Yamaha revient à ses racines tout-terrain, mais pas seulement, ça n'est pas la seule marque. On voit un retour des scramblers chez Triumph. On parlait tout à l'heure de la KTM Adventure qui arrive bientôt. Vous la recevez quand? Mars-avril, je pense qu'elle va arriver en concession. Et la Ténéré 700 qui arrive chez Yamaha, qui est très attendue. Et puis Yamaha a lancé aussi une XSR X-Tribute. X-Tribute comme XT, un hommage à la XT500. Voilà, et je vois qu'ici dans le magasin Yamaha, il y a une XT500 d'origine. Toi Laurent, est-ce que ça te parle ou est-ce que comme les puristes, tu te dis bon, ok, mais c'est pas vraiment la XT? Si pour moi c'est un produit comme même en automobile, avec les Mini, avec les coccinelles, ils refont des véhicules comme ça. Je trouve que c'est très très bien que Yamaha ressorte une moto qui ressemble à cette XT. Et c'est des produits qui sont attendus, je pense. Ouais. Thibaut, toi, l'héritage de Yamaha, les XT500, tout ça, est-ce que ça te parle ou est-ce que toi, tu es vraiment focalisé sur les nouveaux produits? Non, moi je suis vraiment dans le monde du motocross, donc tout ce qui est à côté, je connais pas vraiment. Non. Est-ce que tu roulerais sur la route? Est-ce que tu as l'intention de rouler sur route après? Non, pas vraiment. Quand tu auras 18 ans? Non, pas trop. Ça me dit pas trop. Ouais. Que du tout-terrain? Oui, voilà. D'accord, sauf quand tu verras peut-être les XT vintage. C'est un beau produit en plus, la X-Tribute. La X-Tribute et puis même la 700 Ténéré qui arrive. C'est quand même des beaux jouets. Mais on sent la volonté de beaucoup de marques de revenir un peu à la terre,
à la source. Retour à la terre. On voit aussi avec des motos polyvalentes comme là, la 700 Ténéré qui va arriver, un produit qui est très très attendu, un produit très polyvalent, qui est léger, maniable. Et qu'on peut réutiliser, même la personne qui veut faire un petit rallye au Maroc, qui veut se faire plaisir avec ses enfants. C'est pas une moto qui est lourde, bon rapport qualité-prix. Alors justement, la Ténéré 700, Yamaha organise des World Raids, c'est-à-dire qu'il y a des World Raids en Australie, au Maroc, en Amérique du Sud, en Europe aussi. C'est vraiment un produit sur lequel Yamaha mise. Mais de la même manière, je dirais que Triumph, que Ducati qui sort des Desert Sled, que Honda, avec la version Sport Adventure de l'Africa Twin, comme il y a 30 ans, un hommage à l'Africa Twin d'il y a 30 ans. Après, moi je dirais plus que du côté de chez Honda et Yamaha, il y a un vrai retour aux sources avec un vrai positionnement. Après, le Scrambler Triumph que tu as essayé il n'y a pas très longtemps, même en version XE qui est un peu plus endurisée, on va dire, on sent quand même que derrière il y a une connotation plus marketing, Scrambler dans l'air du temps, néo-rétro, etc. Là, avec la Ténéré, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que la Ténéré, elle est plus orientée polyvalence tout-terrain et route, alors que les produits dont la Triumph que tu as essayé récemment, c'est plus de la polyvalence route tout terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et la différence, la sensibilité, elle est là. Je pense que on retrouve plus l'esprit adventure qu'avait la XT500 par rapport aux premières éditions du Dakar, après la 600, la 660, qui étaient des motos dont on se servait en rallye. Et c'est vrai que là, cette TT Ténéré 700 qui va arriver, on peut l'utiliser même un peu dans les chemins autour de chez nous. Et dans le sable, et moto légère, maniable, très polyvalente. Après, il y a le marketing qui est, tu sais, tous les voyages qui sont organisés, donc avec la Triumph, voilà. Mais honnêtement, une 700 Ténéré, tu peux partir pour un vrai raid, comme tu le disais, au Maroc ou en Australie. Une Triumph 1200, même XE, je suis pas certain qu'on aille aussi loin. Non, mais BMW avec les GS. Quand tu regardes une GS et une Triumph XE, c'est pas les mêmes choses quand même. C'est pas le même produit, tu vois ce que je veux dire. Mais Yamaha essaie. Ce qui est étonnant, c'est aussi que ces marques reviennent un peu au tout-terrain, alors que KTM, tu roulais sur KTM. KTM a fait de plus en plus de routes, de vitesse, s'implique maintenant en Moto 2 et KTM. MotoGP évidemment, et KTM reste fort sur des épreuves comme le Dakar, parce que 18 victoires d'affilée quand même, c'est aussi pour ça que KTM ressorte la 790 Adventure qui rentre aussi, et un produit qui est attendu par toute la clientèle enduro route. Tu vois, avec un trail, on le sait, tu te fais plaisir, tu vas rouler sur un chemin, et puis la semaine tu vas au boulot avec. Eric, notre réal, avec sa Triumph, c'est ce qu'il fait. Tu vois, il roule toute la semaine, voilà, et puis le week-end il se fait plaisir. Il va faire du cross. Il va faire du cross avec un œil. En plus, t'imagines. Non, mais je pense qu'il y a une vraie, reconnaissance aujourd'hui. On a besoin, par rapport à le stress qu'on génère dans la vie professionnelle d'aujourd'hui, d'avoir des petites soupapes de décompression. Et je pense que ces produits-là sont parfaitement adaptés. Et aussi des choses qu'on va faire avec des cylindrées inférieurs, qu'on va pas faire avec du 1290, avec du 1200, moto plus légère, plus maniable. Et ça, c'est important. Les gens, ils ont besoin de sortir la moto facilement et de se faire plaisir. Ou c'est un peu plus compliqué avec une moto qui fait 1300 cm3 de cylindre. Et puis quand tu vois la promotion, tu sais, tous les clips qu'ils ont mis en ligne Yamaha avec la XT, la TT 700, tu vois, ça a été les icônes, c'est Stéphane Peter Hansel. On les voyait où? Dans le sable, dans les dunes, dans les tu vois, on l'a jamais vu quasiment en ville. Tu vois ce que je veux dire? La sensibilité, c'était vraiment le retour aux sources. Stéphane Peter Hansel, qui est le dernier à avoir remporté pour Yamaha. Le Dakar pour Yamaha. On sait que Adrien Van Beveren il aimerait bien. Il veut gagner le Dakar, mais il aimerait bien le gagner avec Yamaha, puisque c'est sa marque de cœur. Il y arrivera. Mais il n'est pas de Vesoul non plus. Non plus. Voilà, faut qu'il apprenne un peu la dure vie de Vesoul. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Pas sûr qu'il soit d'accord. Merci messieurs, merci Eric, merci Laurent de nous avoir accueillis chez Motoland. Merci à vous. Et puis merci Thibaut de nous avoir rejoints. On te souhaite un bon rétablissement.
Quand est-ce que c'est ta prochaine course? Merci beaucoup. Bah, c'est dans un mois et demi. Mi-février, on t'a dit, t'as pas suivi hein. Non, le 8 mars, je crois. Ah, le 8 mars. Ah, bah alors moi non plus. Eric, voilà. Donc, d'accord. Bon rétablissement, remets-toi bien, Merci Thibaut. beaucoup. Et puis, nous, Eric, on se retrouve dès la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à tous. N'oubliez pas de liker la page, de commenter, de partager nos pages Facebook et YouTube. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.